Épuisé, c'est vraiment le mot, c'est épuisé. On est marqué au fer rouge, on est marqué à vie. C'est l'adrénaline qui redescend, donc grosse fatigue. Émotionnellement, je pense que c'est le pire procès auquel j'ai assisté. J'y ai pensé, j'y pense encore. J'ai pas encore tourné la page. J'ai tout découvert sur place. C'était vraiment très dur aussi. J'aurais pu moi-même, comme n'importe qui, me retrouver victime finalement. Et donc il y a une identification beaucoup plus forte. Et donc ça, effectivement, ça va rester. Fatigué et soulagé, c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui. Du jour au lendemain, que tout ça s'arrête, de ne plus les voir, je me sens presque coupable de ne plus les voir. C'était la reprise des carnavals de la région. On avait le carnaval de la Estre ce jour-là, si je me souviens bien. Et l'information est arrivée, et donc on était tous choqués par cette information. Évidemment, je ne savais pas encore que Salvatore et Michelina et Mario étaient touchés dans ce drame. Et quand Mariana et Mathia ont pris rendez-vous avec moi, ben, je les ai reçus. Et j'ai eu vraiment, évidemment, beaucoup de compassion pour eux, pour leur drame. Et je me suis engagé à leur égard à un investissement complet. Le drame s'est produit dimanche matin et dimanche dans l'après-midi, des victimes que je connais m'ont téléphoné directement pour prendre contact avec moi. Je les ai reçues dès le lundi et dès le mardi, j'ai été la première à me constituer partie civile dans le cabinet de Madame le juge d'instruction au nom de mes clients. Très vite, j'ai été immédiatement contacté par diverses personnes qui étaient susceptibles d'être partie civile. Alors je crois qu'il y a aussi la volonté très rapide de ne pas vouloir que je sois l'avocat de l'auteur, peut-être aussi. Je pense que c'est souvent une réaction que j'entends dans les dossiers. Et ici, j'ai eu tout de suite pas mal de gens et à partir de là, ben, ça s'est fait, ça s'est enchaîné. Il y a beaucoup de gens qui se sont parlé et puis qui ont décidé de venir chez moi. Le lendemain des faits, je me souviendrai toujours, je suis rentré au cabinet, j'avais plusieurs messages sur mon répondeur, notamment des messages de personnes qui venaient d'être victimes des faits, et aussi le message d'une maman qui était tout aussi désemparée, tout aussi éplorée, mais qui, elle, était du côté, malheureusement, de l'auteur présumé des faits. Et donc j'ai dû à ce moment-là faire un choix. Donc assez logiquement et de manière assez normale en fonction du métier que je fais. Mais j'ai plutôt été vers celui, je dirais, qui devrait remonter le courant plutôt que de le descendre. Le premier jour, c'était très particulier parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. On avait eu des briefings concernant le plan de la salle. On avait peur un peu de ne pas trouver notre place parmi toutes ces parties civiles. Les parties civiles sont très nombreuses. Donc, on se dit, est-ce qu'on va devoir se battre pour avoir une place? Est-ce que les choses ont bien été organisées? Est-ce qu'on pourra voir? Est-ce que les images seront bien diffusées? On entendait dans la presse, oui, il n'y a pas de télévision disponible. Enfin, ce sont des détails, mais à la fois qui sont très importants pour nous parce qu'on était là pour avoir des réponses à nos questions. Donc c'était très angoissant. J'étais très craintive au niveau de l'organisation et au niveau du lieu, parce qu'une cour d'assises se passe généralement dans un endroit qui est aménagé pour que les jurés soient placés à un certain endroit et pour que les victimes puissent également être présentes et qu'on puisse les voir. Alors, les victimes étaient nombreuses dans le cadre de ce procès, mais j'étais craintive que le côté humain ne ressorte pas, que ça fasse assez haut le hangar. Mais
les victimes ont senti leur place dans ce procès. Et j'ai été rapidement rassurée par le fait que ça ne faisait pas théâtre aussi. On a eu un peu cette crainte du côté théâtral et j'ai été rassurée dès les premiers jours sur l'organisation et sur le fait que l'émotion y avait sa place. Je savais que j'allais me retrouver de nouveau dans la même pièce que les deux accusés. Et donc on a débuté avec la lecture de l'acte d'accusation. Le premier avocat général a lu. Ça remettait bien les choses en contexte. Ça nous rappelait clairement pourquoi on était là. Et puis les deux accusés qui ont pris la parole. Donc ça c'était assez compliqué. Mais ça donnait directement le ton du procès. On a déjà tout de suite compris qu'on aurait affaire à quelqu'un qui allait rester fidèle à lui-même. Hein. Franchement, que ce soit Paolo et Antonino d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'il n'y en a pas un qui était là pour rattraper l'autre. Ils se sont auto-couverts et mutuellement couverts pendant tous ces débats. C'était un moment important et comme ça a été dit d'ailleurs, il a loupé ce rendez-vous avec la vérité. Assez vite, effectivement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était dans une très 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 grosse difficulté de communication avec l'extérieur. Déjà à titre privé, ça semblait, ça je l'ai appris dans le dossier, quelqu'un qui avait très très peu d'amis, qui communiquait très peu. Mais une fois que vous êtes dans la machinerie judiciaire, là il était absolument... il disait des choses qui étaient incompréhensibles, même parfois des choses qui allaient totalement à l'encontre de ses intérêts, mais sans même se rendre compte qu'il avait dit le contraire un peu avant. Et tout ça sans mauvaise foi. Je me rendais bien compte que c'est quelqu'un qui avait du mal à capter ce qu'on lui posait comme question. Et d'ailleurs, les enquêteurs l'ont clairement dit, et notamment au procès, que c'était quelqu'un où il fallait reformuler les questions pour qu'il arrive à donner une phrase plus ou moins correcte en réponse. Et je pense qu'on s'en est rendu compte au procès. Il n'a pas affronté les photos, il n'a pas affronté les vidéos, les témoignages, il avait l'air insensible. Ils avaient l'air insensibles à ces témoignages et ça c'était assez choquant, oui. C'était assez difficile de voir ça. Et encore plus difficile quand ils prennent la parole pour s'excuser, mais on sent que ces excuses ne sont pas sincères. Ça, c'était très compliqué. J'avais évidemment dit qu'à partir du moment où j'acceptais de défendre toutes ces personnes devant la cour d'assises, je voulais les recevoir, je voulais les rencontrer, je voulais leur parler. Et j'ai demandé, et c'est peut-être une particularité qui m'est propre, mais bon, j'y tiens, de me faire une petite histoire de ce qu'ils avaient vécu. Donc à chacun de prendre le temps qu'il fallait, de me rédiger un texte de tout ce qu'ils avaient vécu et surtout tout ce que ça avait changé dans leur vie. Et donc chacun m'a envoyé son petit récit et j'ai tous ces récits-là et ça a nourri évidemment ma réflexion, ça a nourri la manière dont j'ai pu intervenir, ça a nourri la manière dont j'ai posé des questions au moment où mes clients venaient. Donc j'ai posé systématiquement des questions à mes clients parce que je voulais que la Cour puisse comprendre quand elle va devoir éventuellement statuer sur les intérêts civils, quels étaient... les drames tout à fait particuliers que ces gens avaient vécu par rapport à d'autres dossiers. Le jury n'a pas accès aux dossiers papier, donc il ne sait pas ce qu'il y a dans ces auditions. Et donc c'est à nous, en tant qu'avocats, à préparer toutes les auditions pour que chaque témoin, et on en avait presque 300, puisse venir raconter ce qu'ils ont dit dans leur audition. Donc nous, on doit leur poser des questions pour que ce soit dit et que le jury l'entende et qu'on puisse mettre en avant les contradictions. Donc il y a un travail intellectuel énorme. Et puis il y avait je dirais une vraie émotion, une vraie tristesse. On en sort détruit. On est toujours parmi. Mais il faut avancer. Je suis encore maintenant d'ailleurs atteinte physiquement et mentalement. Je me répare encore aujourd'hui au bout de 4 ans. Quand je suis dans la foule, etc., je n'ai plus cette légèreté d'avant les faits, ça c'est certain. J'ai lu le dossier, mais comme je disais, oralement,
d'entendre les gens témoigner, c'est une toute autre dimension. C'est très compliqué à entendre en fait. Je me rends compte qu'en lisant, je ne me rendais pas compte à quel point c'était violent. Je me rendais compte de la violence des faits, mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire quand on entend ces personnes qui étaient sur place témoigner. Quand on entend, il y a des mots horribles hein, qui résonnent, des phrases horribles, notamment quand on dit on a entendu des booms et on a su par après que c'était les os qui se brisaient. Ça c'est une phrase qui m'a marquée. Je me suis retournée, j'ai vu les corps voler à hauteur des corniches. Ça aussi, ça me marque. Dès l'apparition de la première partie civile, de la première victime qui est venue, je crois que là on a basculé, mais on a vraiment basculé dans l'horreur, dans le sens où on s'est identifié à ces victimes. Et là, je pense que tous qui qu'on soit a pu se rendre compte de la frayeur et de l'horreur que ces gens ont vécu. Et voilà, pour moi en tout cas, ça a été un tournant, une bascule, puisque avant, c'était des enquêteurs, des psychiatres, des professionnels, et donc une vision assez, je ne vais pas dire froide des choses, mais un exposé froid et méticuleux du dossier. Dès qu'il y a eu les premières victimes, ben là, on s'est bien rendu compte qu'on rentrait dans un drame humain absolument incommensurable. C'est rare d'avoir des victimes vivantes à la cour d'assises. Les familles qui viennent pleurer ou qui viennent témoigner d'une personnalité, d'une personne décédée, je pense que c'est un cap. Mais la victime qui vient expliquer les douleurs qu'elle a et qu'elle vit encore, c'est quelque chose. Donc je pense que les témoignages des victimes directes des faits a été véritablement important. Mais pour moi, le moment clé a été la journée du rapport d'expertise de l'expert automobile. L'expert automobile est venu expliquer, décortiquer son rapport d'expertise. Alors certes, nous avions connaissance de ce rapport d'expertise, mais un expert, heureusement, reste un expert et a beaucoup plus de connaissances. Et donc durant les débats et durant cette journée d'audition du témoin, de l'expert, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et que ça a été un véritable tournant pour les jurés par rapport à l'intention de M. Paolo Falzon. Donc ces témoignages les uns après les autres, hein, je parle de mes clients évidemment en premier, puis je parle des proches, des personnes décédées, des personnes qui ont été blessées. C'était des épreuves en fait, parce qu'on a partagé leur souffrance, leur douleur, leur tristesse. Et il y avait pas, on n'entendait pas une mouche voler, hein. C'était assez impressionnant, c'était des chapes de plomb. C'est abject. Ce que je viens de voir est horrible, vraiment horrible. Des images insoutenables, des vidéos très dures à voir. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ont ressenti les familles des proches en voyant ces photos, ces vidéos. J'ai fait des cours d'assises tant et plus, et ici, une vidéo comme ça, où quelqu'un se filme et rentre à 174 à l'heure dans un groupe et ça se termine sur ce boom qui met fin à la vidéo par le contact avec les victimes. Le jour où nous avons visionné, nous avons terminé avec la vidéo de l'impact et ce son, moi je vous avoue qu'on est plusieurs semaines après et ce son me poursuit encore. Alors que je l'avais déjà vu et entendu, mais le vivre là, voir les victimes, ceux qui n'avaient pas nécessairement vu, se rendre compte de ce qui s'était réellement passé, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient plus aucun souvenir, ça a été un choc. Et ça a été un tournant pour le jury. Quand Maître Mayence demande, ça a été un moment fort pour nous aussi, c'est quand il demande l'agrandissement juste avant l'impact. Et là, on se reconnaît sur la vidéo et on est à 3 cm de la voiture. On se dit, mais on a une fois de plus de la chance énorme d'être encore là, parce que c'est... Donc tout ça est encore présent malgré tout. On doit essayer de retravailler tout ça maintenant, mais il y a eu ces moments-là. Et le moment vraiment clé, c'était le jour des autopsies. J'avais dit que je ne voulais absolument pas y assister, mais, parce que je ne voulais pas voir, mais je voulais vraiment entendre par rapport à Laure. C'était hyper important pour moi. Donc je suis restée derrière ce rideau noir.
pour ne pas non plus être tenté malgré tout de regarder, même s'il y avait des chaises à l'envers, mais on a beau faire, on est humain et je voulais vraiment pas. J'étais là tous les jours. Il y a des moments où il y avait plus de gens que d'habitude, notamment pour les autopsies. Et ça a été très très choquant pour moi. Je ne comprends pas comment le public qui n'est pas touché par cette affaire, et même moi je suis touchée par cette affaire et je n'avais pas envie d'être présente. Je me suis retournée, je n'ai pas su affronter les images, je n'avais pas envie de voir ma famille sur une table d'autopsie, et encore moins les proches des autres familles, parce que ça ne me regarde pas, ce sont leur intimité. Et j'entends que des étrangers, des personnes du public, monsieur et madame tout le monde, débarquent, et c'est clairement du voyeurisme. Et ça m'a vraiment choquée. Je pense que ce genre de moment doit être à huis clos. Je ne comprends pas la plus-value de la présence du public à ce moment-là. Je pense que les photos doivent être vues par les jurés, par la cour, par les accusés, peut-être montrer la violence, mais certainement pas par le public. Ça a été très dur. Honnêtement, on ne s'imaginait pas ça, pourtant on connaissait le dossier depuis 4 ans. On pense on est des pros et que c'est un dossier et qu'effectivement derrière ce dossier il y a des êtres humains et des clients à défendre. Mais ce procès a été extrêmement éprouvant. On n'est pas préparé à ça. Je crois que chaque jour on se dit, demain ça irait un peu mieux, j'ai déjà entendu de la souffrance. Ben non, chaque jour était un supplément de souffrance, une facette différente de cette boule à facettes de tristesse, de désolation. On a été souvent, les larmes aux yeux quand on regardait les images, quand on a entendu les appels au 112, quand on a entendu les enquêteurs, quand on a vu les vidéos, et ça a été un sentiment vraiment unanime de tous les avocats qui étaient là. Durant le procès, ce qui était compliqué, c'était de ne pas pouvoir, penser à autre chose. Alors, on ne pense jamais à autre chose pendant un procès, on reste focus sur son dossier, mais même le week-end, par exemple, toutes les personnes venaient m'interpeller par rapport à cela, parce que j'habite la région du centre, et donc toutes les personnes étaient touchées, et le nombre de victimes, les gens de la région du centre connaissent automatiquement une des victimes, c'était le voisin, c'est l'ami d'école, c'est la cousine éloignée, c'est l'ami d'enfance. Et donc, ça a été très intense au niveau émotion de vivre ce procès, parce qu'en effet, ça nous touchait. Et puis, les festivités du carnaval, je connais quand même un petit peu, je suis dans ces différentes festivités, et cela ravive beaucoup d'émotions. Pendant le procès, à l'occasion de l'évocation de l'enquête de moralité d'une des victimes, et pas des moindres, j'ai appris que cette victime, en fait, avait côtoyé tant mon école primaire que mon école secondaire, mais surtout à quelques années du moment où j'y étais, et que donc j'avais dû le rencontrer. Je ne m'en souvenais pas, mais ça fait vraiment une drôle d'impression, parce que c'est là qu'on se rend compte de la proximité qu'on peut avoir avec des victimes, et finalement on se retrouve du côté de la défense, mais on est à quelques millimètres, à quelques centimètres aussi des victimes, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué pendant ce procès. J'ai besoin de réponses encore, mais je sais que ça ne viendra pas d'eux. Donc pour moi tout est clair là, à ce stade. Ce qu'on a vécu est incompréhensible. On aura toujours des questions sans réponse. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ici durant le procès que c'était pas dans ma tête, en fait. De l'accident, je n'avais aucun souvenir, donc ça a pu me donner certains détails, savoir comment j'ai été percuté. J'ai eu réponse à quasiment toutes mes questions. Parce que je ne savais pas, on m'avait expliqué l'impact d'une voiture, mais comment c'était possible, je ne savais pas comment c'était possible. Avec
comme je l'ai dit depuis le début, le travail des enquêteurs était remarquable parce que c'était vraiment assez complet pour qu'on puisse vraiment tout comprendre le maximum possible. Mais voilà, avec la vidéo qu'il se filme, au moment de l'impact, j'ai compris. Voilà. Ça a vraiment fait comprendre ce qui s'est passé, quoi. Même si on ne me voit pas personnellement, parce que les Gilles étaient plus loin dans le groupe. Donc, c'est vrai que voilà, maintenant, voilà, une partie des réponses sont arrivées grâce à ça, oui. Par rapport à Florian, on a vraiment compris, par rapport à l'expert automobile, quand il nous fait son petit schéma un peu style dessin animé avec la voiture qui roule, des petits bonhommes de couleur, etc. On sait le positionner vraiment sur la route et on sait où il est. Et là, on sait ce qui lui est réellement arrivé. On sait qu'il fait un bond d'au moins 20 mètres. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et à la fois, ça soulage parce qu'on dit, voilà, ok, on sait ce qui lui est arrivé. C'est aussi un soulagement. C'est difficile à admettre parce qu'on se dit, mon Dieu, on mesure encore plus la chance qu'on a de l'avoir avec nous. Les enquêteurs et l'instruction et les témoins ont permis de se rapprocher vraiment de la vérité, hein. Donc on ne s'attendait pas à grand-chose de Paolo Falzone et Antonino Falzone, et on a bien fait de ne pas s'attendre à grand-chose puisque, comme je le disais, on n'a rien eu du tout, à part des mensonges. Mais on a quand même une idée, parce qu'il y a eu des vidéos aussi, il y a eu des expertises, on a une idée quand même assez précise de ce qui s'est passé ce jour-là. Mes clients, ils ont quand même aujourd'hui, grâce à ce travail remarquable qui a été réalisé par les enquêteurs et les experts, une idée relativement précise de ce qui s'est passé ce jour-là malgré tout. Les questions que je me posais, qui ont été très difficiles finalement, c'était qui recherchait ma famille ? Qui sur place s'est penché sur ma tante, mon oncle, pour savoir s'ils étaient accompagnés, s'ils sont décédés seuls, si on a essayé de les sauver. Ça, c'était les questions que je me posais le plus. Pour mon papa, on connaît tous son sort. Malheureusement, on sait que les deux accusés n'ont pas essayé de l'aider, bien au contraire, hein. Mais donc les questions que je me posais, ça peut peut-être être bête, mais c'est me dire, au moment où ils ont déplacé le corps de mon papa, donc je parle des secours, de quelle façon ils l'ont déplacé. Et j'ai pu rencontrer l'officier pompier. J'ai pu échanger avec lui, il m'a dit « Madame, soyez rassurée, on a beaucoup d'humanité, on a pris soin de votre papa. » Je savais que c'était le cas, mais j'avais besoin de l'entendre. Et ça a été hyper rassurant, c'était une pièce du puzzle qui me manquait. Je pense qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Je pense que de par l'attitude des deux accusés, il y a toujours quelques petites zones d'ombre forcément, mais je pense qu'on a quand même pas mal de réponses aux questions qu'on se posait avant ce procès. Et moi personnellement, la chose qui m'importait, c'était le verdict. De voir qu'il soit reconnu pour 7 meurtres et 79 tentatives de meurtre. Pour moi, c'était très important et c'est ce qui s'est passé finalement. Et donc, je ne peux être que satisfaite de ce qui a été dit au niveau du procès. En ce qui concerne M. Paolo Falzone, il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort. Le jury n'a par contre pas retenu la circonstance aggravante de préméditation concernant le meurtre de M. Frédéric D'Andrea et a donc répondu non à la question numéro 8. Le jury a répondu oui à l'ensemble des questions relatives aux tentatives de meurtre. Assez étonnamment, au niveau de l'ampleur du drame, il est clair que je me suis tout de suite rendu compte que c'était quelque chose qui était hors norme en termes de gravité des faits et de gravité des conséquences. Par contre, en ce qui concernait ce qu'on appelle la qualification pénale, ça me semblait, et je dois dire que ça me semble toujours aujourd'hui, quelque chose qui relevait plus
ou en tout cas qui ne relevait pas de l'intention de tuer. Voilà. Et qui était un dossier qui, juridiquement, en principe, aurait dû être plus facile à traiter. J'ai toujours été très confiante sur la qualification. Durant les débats, cette confiance s'est renforcée, mais j'étais craintive pour mes clients, parce que je pense que ceux-ci n'auraient pas pu accepter un autre verdict de culpabilité, non pas pour leur faire plaisir, mais parce que les débats avaient ressorti cette intention homicide. Et donc, ils étaient assez craintifs, eux, de voir un jury prendre une décision, mais généralement, le jury ne se trompe que rarement. Ce sont 12 personnes qui n'ont pas de notion juridique, mais avec des éléments objectifs tels que ceux que nous avions dans le cadre de cette affaire, je pense qu'il n'y avait pas lieu de craindre quoi que ce soit. Mais on a toujours une petite appréhension, il y a toujours une part d'incertitude, nous ne sommes certains de rien. Et donc, au moment où la présidente lit la réponse affirmative aux questions. Il y avait beaucoup de questions, donc nous étions avec notre questionnaire, chaque avocat savait les questions qui les concernaient, et donc on a été soulagés. De manière générale, ce procès a été mené de main de maître par la présidente, par toutes les autorités, par le ministère public, par toutes les personnes qui étaient là. Et je pense qu'il était nécessaire que les avocats aussi et les victimes elles-mêmes soient à la hauteur de l'événement. Ça veut dire qu'on puisse montrer qu'on est capable de faire une justice sereine. Et donc, pour moi, la longueur de ce procès, elle a juste permis à chacun de s'exprimer. J'ai été très, très étonné de voir que la présidente laissait les gens, sans jamais les interrompre, elle laissait exprimer tout ce qu'ils avaient envie d'exprimer, tant qu'ils restaient dans ce que la loi permettait. Mais j'ai trouvé ça merveilleux, ça fait preuve d'une empathie qu'on ne voit pas dans tous les procès. La cour d'assises n'est pas toujours l'endroit où on peut livrer ce qu'on a sur le cœur parce que on considère souvent que ce n'est pas l'objet. Hein. Mais ici, ça a été l'objet et on a pris le temps que chaque partie puisse s'exprimer. Donc ça, c'était fondamental parce qu'on a vraiment, nous, ressenti que les gens ont été soulagés d'avoir au moins été écoutés. Et donc, avant même d'avoir le verdict, mes clients me disaient « on a ce sentiment d'avoir pu déposer ce qu'on avait sur le cœur ». Après l'enfer qu'on a vécu, des liens se sont soudés et une fraternité s'est créée. Et j'ai pas peur de dire que dans cette tragédie, on a une nouvelle famille. Je ne m'attendais pas à voir et à ressentir autant de solidarité pendant ce procès au niveau des parties civiles, parce qu'il n'y a pas eu ce... Comment dire ? Il n'y a pas eu ce truc de « j'ai souffert plus que toi, j'ai plus perdu que toi ». Il n'y a pas eu tout ça. Il y a vraiment eu... On a tous vécu la même chose, avec des séquelles totalement différentes, qu'elles soient physiques, psychologiques, la perte de quelqu'un ou non. Et il y a vraiment eu cette solidarité de moi aussi j'étais là, moi aussi je te comprends. Et on est ensemble en fait. Et ça par contre c'est quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a vraiment fait du bien. J'ai créé des liens avec différentes personnes et ça fait du bien en fait. Il y avait vraiment une belle solidarité entre nous, et il y a toujours une belle solidarité entre nous. Et je pense que ça nous a porté, on a formé un bloc, on est allés tous dans la même direction et on l'a vu par rapport à nos conseils. Tous les avocats aussi ont formé un bloc et ils ont été tous dans la même direction. Ils n'ont pas plaidé pour leurs clients, ils ont plaidé pour l'ensemble des parties civiles. Et ça a été notre grande force. Je ne me suis pas rendu compte de la proximité qui existait entre tous ces gens. Moi, je les ai rencontrés séparément, par famille, de manière la plus habituelle. Et ce que je n'avais pas perçu de la bonne manière, c'est que, contrairement au dossier des attentats, par exemple, où il y a énormément de victimes, où on est dans un chaos absolument incroyable, mais là, les gens ne se connaissent pas. Ici, ils sont tous amis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le drame que vit Monsieur X ou Madame Y est ressenti par l'autre comme si c'était son propre drame. Et on se rend compte que ceux qui sont encore vivants se sentent coupables d'être vivants quand ils voient la difficulté dans laquelle se trouvent les personnes qui ont perdu un proche. Et cette aide qui existe de l'un à l'autre, ce fait de se prendre dans les bras, de s'embrasser tous les matins, de se parler, de se soutenir, d'être là l'un pour l'autre, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a touché parce que je me suis rendu compte que ces victimes
toutes ces victimes ensemble, ben, ça crée en fait fondamentalement une victime. Je suis triste de l'avoir vécu à travers un drame, mais je suis super heureux sur le plan humain d'avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que je garde avec ces gens voilà, des images dont je me souviendrai jusque sur mon lit de mort, et ce sera grâce à eux, quoi. Le 20 mars 2022, j'étais vraiment en colère contre les médias. Durant toute cette première année, j'étais vraiment très en colère parce que j'avais l'impression de nouveau qu'on prenait ma tristesse. Mais au fur et à mesure, je me suis réconciliée avec les médias parce que je me suis rendu compte que c'était notre seule façon de s'exprimer. Durant ces 4 années, on n'a pas eu la parole dans les salles d'audience. On n'a pas pu donner notre avis de savoir est-ce qu'il doit rester en prison ou non. On n'a pas pu donner notre avis sur le déroulement de l'enquête. On n'a pas pu réagir sur ce qu'on voyait. Et les médias, en fait, nous ont donné la parole, finalement. On s'attendait effectivement à ce que ce soit une affaire très médiatisée, et ça c'était certain. Et quelque part, c'était normal, parce que les gens avaient besoin de savoir. Donc nous, on a joué le jeu. Et d'ailleurs, on a eu à un moment donné, ça ce sont des choses qui se discutent avant, une discussion entre avocats et le ministère public, et la question s'est posée de savoir si on communiquait avec la presse ou non. Et moi j'ai répondu, toujours en accord avec mes clients, j'ai répondu « je communiquerai ». Il fallait être dans cette salle d'audience ce jour-là pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et on n'est pas face à un accident, et on ne le sera jamais. Et donc c'était important à chaque fois de faire la contrebalance de ce que la défense essaie de faire passer comme message dans l'opinion publique, d'être présent et de dire non, voilà le point de vue des parties civiles. Et donc quelque part, la présence de la presse, elle était nécessaire, et elle a très bien fonctionné parce qu'elle est restée objective et elle a recueilli les points de vue de tout le monde. Ça m'a surpris d'un côté, mais d'un autre pas, vu le nombre de victimes et vu surtout l'impact que ça pouvait avoir eu dans une communauté. Je peux comprendre qu'il y ait cet engouement-là, mais ce qui était important aussi, et je pense que c'est fondamental, c'est qu'il était important aussi qu'on sache tout de ce qui s'est passé, parce que pendant 4 ans, beaucoup de choses ont été dites, parfois inventées, parfois suggérées, rêvées. Et là, il était important que les gens voient le côté extrêmement négatif, on l'a vu avec les vidéos, et le côté, je ne veux pas dire positif, mais en tout cas qui relativise un peu la situation. Tant que ça reste vraiment dans les normes du ressenti et qu'on ne va pas chercher des sensations, etc., on n'a pas de souci avec ça. Après, la maison de justice avait vraiment bien mis en place le système des badges, parce que quand on était vraiment pas bien ou qu'on n'avait vraiment pas l'envie, on mettait notre badge du bon côté, et la presse a été hyper respectueuse à tout niveau. Donc franchement, en tout cas moi je l'ai vraiment bien vécu, parce qu'on nous a toujours bien laissé, on nous disait bonjour aussi, il y avait toujours ce respect de la personne, donc moi j'ai vraiment eu aucun souci avec ça. C'est particulier parce que quand on n'est pas habitué, on reste à la base des gens super discrets, donc être en présence d'autant de médias et le fait que ce procès soit très médiatisé, on s'y attendait forcément. Je pense que les 4 dernières années nous ont montré à quel point ce drame était médiatisé. Être dans une cour d'assises, c'est déjà impressionnant, mais avec autant de presse, c'est impressionnant aussi. Après, je pense, et heureusement, que dans la plupart des cas, la presse était très respectueuse et a respecté nos prises de parole ou non. Et je pense que ça a beaucoup aidé quand même à ce niveau-là. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Après, voilà. Les gens, ils le comprennent, ils ne le comprennent pas. C'est leur problème. Mais moi, ça m'a fait du bien de vider mon sac, entre guillemets, après chaque jour, ou plutôt de garder ça et de maintenir une boule en moi et qu'elle ne sorte jamais, au moins. Même si c'est pas question d'être méchant ou pas, mais au moins, c'est sorti. Et quand je suis sorti, donc quand on revenait de la maison, on ne pensait plus à ça, on ne parlait plus de ça et on passait à autre chose. Je n'ai jamais imaginé que ce dossier-ci allait être
avec un tel impact médiatique que ça allait être suivi par toutes les télévisions, que ça allait être en live. Alors c'est vrai que c'est la justice la plus spectaculaire parce qu'elle fait appel aux sentiments, aux émotions, au sang, au drame. Tout ça joue et c'est évidemment ce que les gens lisent, ce que les gens regardent. Hein. Nous le savons parfaitement bien. Et donc l'intérêt vient de là. Et je me suis rendu compte qu'ici on avait vraiment... tous les ingrédients nécessaires à pouvoir au quotidien faire part d'éléments importants. C'est dur, mais ça va. C'est long, on s'y attendait, c'est pas facile. La chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'était entendre les coups de téléphone au secours à ce moment-là. Ça a été vraiment d'une violence inouïe. Ce qui m'a aussi énormément émue, c'est de voir nos proches... les corps de nos proches en fait sur l'asphalte et comment ils ont été laissés là et tout ce qu'ils ont pu subir comme dommage. Enfin. On revient maintenant après 4 ans quand même des auditions très pénibles, mais ça fait penser que c'est comme si c'était hier en fait. De l'extérieur, les gens entendent, lisent des commentaires, mais sans l'avoir vécu, on ne se rend pas compte de l'enfer qu'on a réellement vécu. Je voulais t'imaginer de voir juste ses parents et son oncle et toutes les autres personnes juste après avoir été écrasés par une voiture à plus de 100 km/h. C'est juste inouï de devoir affronter ce genre d'image. Bien souvent dans ce procès, on a été choqués. Et alors on rentrait le soir chez nous en 1000 morceaux. Et même au niveau du travail pour la préparation de la plaidoirie, des interventions, moi j'ai répété ma plaidoirie chez moi, mais à chaque fois que je la répétais, j'étais en larmes à la fin de ma plaidoirie parce que ce que je disais était très difficile à porter avec toutes ces images et ce vécu pendant 8 semaines. Donc on n'en sort clairement pas indemne, ça c'est sûr. Moi, je dis toujours que je vis ma vie à travers celle des autres et voilà, c'est un choix que j'ai fait de vie. Quand on fait de la justice pénale, on est une fois du côté des victimes, une fois du côté des auteurs potentiels ou des suspects, je dirais pratiquement une fois sur deux d'un côté ou de l'autre. Et donc on vit toujours les drames humains. Et moi, chaque fois que quelqu'un rentre dans mon bureau, il rentre avec son propre drame, mais c'est une histoire terrible. C'est une histoire où soit il y a un auteur qui a commis des faits graves, soit quelqu'un qui a été victime, et donc il faut vivre avec ça. Et donc on vit les émotions que ressentent ces gens. Je dois bien avouer que en termes de... pas dire de pression, mais en tout cas en termes de fixation sur ma personne de peut-être 250 personnes qui, elles, me jugeaient constamment parce qu'elles sont victimes, parties civiles, et qu'évidemment elles souhaitent avoir des réponses à leurs questions, et que ces réponses passent peut-être par ma voix, c'est quelque chose qui est assez particulier, que je n'ai jamais eu en termes, en tout cas, de nombre. Mais bon, voilà, ce qui était important, je pense, c'est qu'il puisse y avoir un débat qui soit le plus digne possible, que les jurés puissent entendre, comprendre et savoir quelle est la position de M. Falzon, tout en tentant, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être le plus respectueux possible des victimes qui n'ont strictement rien demandé à personne, qui sont totalement innocentes et qui se retrouvent là dans une situation absolument dramatique pour elles, quoi. Ce procès fait partie de notre esprit et on en parle tout le temps. Je veux dire, c'est quelque chose qui humainement nous aura transformés. C'était une expérience humaine douloureuse et en même temps exceptionnelle par son intensité. Voilà, je ne peux pas parler d'autre chose que de transformation et elle occupe évidemment mon esprit de manière durable. Elle le fera, je suis sûr, pour le restant de ma vie. Les dossiers de roulage, où vous avez un décès ou un blessé grave sur la route, c'est quelque chose dans lequel on s'identifie plus facilement, parce qu'on se dit ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, au volant, comme ça pourrait être moi,
comme victime. Et donc ici, dans le dossier de M. Falzon, c'est un peu ça, je dirais, de manière un peu exponentielle, où je me dis, alors probablement pas à la place de M. Falzon, évidemment, parce que je ne roule pas comme lui, et voilà, je n'ai pas cette attitude-là, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux ou autres, mais l'identification aux victimes, j'aurais pu me retrouver dans ce groupe, ou connaître des gens qui y sont, comme ça a été le cas, eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on relativise par la suite et qui laisse des traces. On ne sort jamais indemne d'un procès qu'on a vécu et les cours d'assises sont assez pénibles, mais celle-ci, elle était particulièrement parce qu'il y a encore des douleurs vives dans le chef de nos clients et ces douleurs, il n'y a rien à faire, elles nous habitent également. On essaie de ne plus y penser, de se dire bon, ce n'est pas nous, on passe à l'autre client, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Émotionnellement, je vis le procès avec mes clients et j'essaye également de continuer à avoir des contacts par la suite parce qu'on va parler des intérêts civils à partir du mois de septembre. Donc je veux dire, ce procès n'est pas encore terminé. Alors l'indemnisation est un pan qui reste important, mais qui est moins important, mais qui fait qu'il y aura encore des mois et des mois de travail avec les clients. J'irai au match pour M. Cicero si je suis là, j'irai faire des choses avec eux, j'irai certainement à une sous-monce ou à quelque chose de ce genre, parce que voilà, j'en ai envie. Déjà maintenant, si je pouvais me dire, tiens, j'y vais, j'irai ce week-end, quoi. Tellement je me dis, voilà, ce sont des chouettes gens. Et puis j'ai envie de voir aussi comment ils vont évoluer et d'être certain, en tout cas, qu'ils sont sur le bon chemin. Mais vraiment, j'espère que, par exemple, le mari de Laure Gara va pouvoir remonter, dormir dans son lit, quoi. Je veux dire, ça pour moi, c'est des vrais combats. Vous lui avez dit d'ailleurs. Oui, je lui ai dit, je lui ai dit avec émotion, et je l'ai encore quand je vous parle de ça, mais comme je l'ai dit à M. D'Andrea, refaites des fêtes ensemble. Il n'y a pas une chaise vide, il y a quelqu'un qui aura envie que vous fassiez la fête. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire et que les gens se disent, oui, mais vous ne savez pas ce que vous avez vécu, mais je leur réponds à chaque fois, vous ne savez pas ce que j'ai vécu non plus. Et si je vous le dis, c'est du fond du cœur. En ce qui concerne Paolo Falzon, condamne Paolo Falzon à une peine unique de 27 ans de réclusion du chef des préventions A et B confondus. En ce qui concerne Antonino Falzon, condamne Antonino Falzon à une peine unique de 2 ans d'emprisonnement du chef des préventions C et D confondus. Dit qu'il sera sursis pendant 3 ans à dater du présent arrêt à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement. Puni à sa juste valeur, en fait, à la valeur de ses faits qu'il a commis le 20 mars. Le verdict déjà, donc la culpabilité où il est reconnu coupable de meurtre pour les 7. Et ensuite, ici, la peine qui est quand même 27 ans, donc énorme, et l'arrestation immédiate. Donc il est finalement là où il doit être depuis le 20 mars. Oui. Sage décision de la part des jurés. Et honnêtement, ça fait 5 semaines qu'on attendait ça avec impatience. Et là, content du verdict. On a eu un gros doute à la pause puisqu'on nous disait qu'il pouvait ressortir et rentrer à la maison. Là, il va en prison maintenant. Voilà, très satisfait, content. Avec une certaine déception par rapport à Antonino, puisque lui, ce sera du sursis. Donc on sait que la peine, il ne la purgera pas si son comportement est correct pendant 3 ans. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué à accueillir. Mais voilà, il faut respecter ce qui a été décidé. Satisfaction mitigée, mais voilà, il y a une part de justice. La justice a été révélée aujourd'hui à la Cour. Et on sait que de toute façon, il est coupable de non-assistance à personne en danger pour toutes ces personnes. Mais voilà, je vais essayer de me concentrer sur le conducteur. Ce qui comptait pour moi, c'était de leur rendre justice, parce qu'eux n'étaient plus là pour le faire. Et donc c'est pour ça que je me suis battue depuis le début. Et donc le fait que voilà, ça ait porté ses fruits, je peux être satisfaite et voir. Maintenant, je ne peux pas savoir comment ça pourrait être pour la suite, mais j'espère en tout cas que ça sera pour du mieux. La seule chose que je vais demander, que j'ai demandé à mes parents, c'est que
maintenant que le procès est terminé, c'est de repasser dans la rue et qu'ils me montrent à quel endroit ils m'ont retrouvé au sol pour pouvoir continuer, pouvoir vraiment tout mettre de côté. Une fois que j'aurai vu cette image à cet endroit où ils m'ont retrouvé, pouvoir vraiment tourner la page et continuer à reprendre une vie normale. Il y a eu un avant 20 mars et un après. Et il y a un avant-procès, un après-procès aussi. Et là maintenant, on vivra toujours avec la peine entre nous, nos douleurs depuis ce drame. On vivra toujours avec. Pour ma part, ma santé reste toujours attentive à ça, mais on va pouvoir enfin clôturer ce chapitre. On pourra mettre cette partie de côté, toujours en étant conscient qu'il peut demander une libération tiers de peine. On va pouvoir entamer notre reconstruction, continuer à reprendre un rythme de vie normal. Parce que là, c'était quand même 7 semaines de procès tous les jours présents. Là, pouvoir souffler un peu et puis se remettre dans un monde de vie normale. On va essayer de reprendre un peu des habitudes. Moi ici, je me prends vraiment le temps de me reposer parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce repos, de me retrouver chez moi, là où je me sens quand même en sécurité, parce que ça aussi, il y a des petites choses qui ont été réveillées par rapport au procès. Moi, je me sentais toujours bien en sécurité dans la maison, donc là, c'est de nouveau le cas, je me sens bien ici. J'ai vraiment besoin de reprendre tous mes repères pour pouvoir aller de l'avant, reprendre le travail. Là, je serai toujours à mi-temps jusqu'en novembre, après on verra. Mais on va faire étape par étape et pouvoir se reconstruire vraiment et prendre probablement de nouvelles habitudes de vie. On n'a pas trop le choix que de continuer tout ça. Après, je pense que le chapitre procès maintenant est terminé. Parce que ce drame, je le vois un peu comme un gros livre où il y a plein de chapitres qui passent les uns après les autres. Et maintenant, le chapitre procès est, entre guillemets, presque terminé. Il y aura encore d'autres chapitres à venir. Je pense que là, maintenant, se reconstruire, c'est le plus important parce que la vie continue et qu'on n'a pas le choix. Moi, j'ai ma petite fille de 3 ans et demi, donc je me dois de me reconstruire et d'avancer pour elle et pour les membres de ma famille aussi. On s'est battu. Je me suis battue pendant 4 ans. J'ai essayé de tout comprendre. On arrive maintenant à la fin. Ce procès est terminé. Mais c'est difficile de voir au long terme. C'est difficile de s'imaginer dans de grands projets. C'est toujours au jour le jour. On avance un pas à la fois et on voit un peu comment ça se passe. Je sais qu'il y aura des moments très difficiles et il y aura encore des moments très joyeux, mais il y aura toujours une pensée pour eux.